Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On vous explique tout. On a 15 minutes ensemble pour pouvoir répondre à une question. Et aujourd'hui la question c'est qu'est-ce qu'une plante de service? Comme chaque jour, je suis allé me balader dans les allées du Salon de l'Agriculture pour demander aux passants s'ils savaient ce que c'était qu'une plante de service. On regarde tout de suite ce qu'ils en pensent. À votre avis, qu'est-ce qu'une plante de service? C'est pas la peine d'être en lycée agricole, hein. Bon alors là... Bonne question. J'en ai aucune idée. C'est quelque chose que tu vas mettre entre deux cultures pour éviter l'érosion. Oui, c'est une plante qui a une réelle utilité à notre vie de tous les jours. Qui mange certains insectes, entre autres. Qui capte l'azote pour les autres plantes. Non, je vois pas, hein. Je peux avoir un indice Qui aide les gens puisqu'elle rend service. Qui est planté à côté d'un champ pour attirer des bêtes. Qui permet de fertiliser les sols. Elle sert à la terre. Peut-être pour tout ce qui est santé. Ça peut être une plante qui protège les cultures. C'est une plante qui rend service dans le cycle de culture et d'agronomie. On l'a vu, il y a plein de définitions. Pour ça, j'ai trois experts qui sont avec moi. Cédric Pasquier, vous êtes chargé de recherche et développement chez Serience. J'ai Stéphane Labat, vous êtes agriculteur à l'ANAMSO. Et Amédée Perrin. Alors vous avez fait un all-in sur une plante de service. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais tout d'abord, Cédric, qu'est-ce qu'une plante de service? Votre définition à vous, un peu maison. Alors, des plantes de service, en fait, ça fait depuis très très longtemps que les agriculteurs ou même les particuliers jardiniers en utilisent. Des plantes de service, alors on les connaît peut-être sous d'autres termes, les couverts végétaux, les plantes de campagne, les engrais verts. Les engrais verts, voilà, effectivement, plus historiquement, tout ce qui est plantes pour les jachères apicoles aussi, les bancs enherbés, les bancs de faune sauvage. Donc en fait, ce sont des plantes qui, à la base, n'ont pas une vocation, on va dire, d'être récoltées. Tout de suite, mais qui ont plutôt une vocation à aider les autres plantes avec lesquelles elles sont mises et aussi dans leur système, on va dire, d'agro-service, rendre pas mal de services dans ce cadre-là, que ce soit d'un point de vue agronomique pour restructurer les sols, capter les éléments effectivement fertilisants et aussi avoir d'autres impacts justement pour limiter, pourquoi pas, comme ça a été dit dans le repartage juste avant, limiter l'impact, on va dire, d'adventices ou effectivement d'autres insectes qui viennent coloniser des plantes de culture. Est-ce qu'il y a des plantes qui ne rendent pas service, alors au contraire qui seraient embêtantes? En fait, par définition, elles peuvent quasiment toutes rendre service. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que avec notamment la recherche, on va dire, et pas mal d'études scientifiques, on rentre de plus en plus dans le détail des plantes de service, justement pour se rendre compte qu'il y a des plantes qui ont vraiment, aujourd'hui, alors qui sont méconnues, et on a fait pas mal d'applications maintenant dans l'agriculture, notamment sur tout ce qui est plantes de biofumigation, pour éviter des problèmes effectivement de parasitisme, de champignons avant d'autres cultures, ou alors on va dire de plantes antinématodes avant des cultures telles que les betteraves ou les pommes de terre. Stéphane, je prends mes bottes, je viens vous voir dans votre quotidien. Comment vous l'utilisez-vous, une plante de service? Comment est-ce que vous l'utilisez? Alors moi déjà, plante de service, j'ai deux périodes de production plante de service. Je vais avoir les intercultures d'été et intercultures hiver. Sur lesquels on n'utilise pas du tout les mêmes espèces entre été et hiver. Sur l'hiver, du coup, je vais plutôt implanter Févrole et actuellement aussi Triticale. Donc ça va permettre, comme disait mon prédécesseur, sur ces cultures-là, éviter tout ce qui est érosion déjà par rapport aux pluies, et notamment cette année avec les gros cumuls de pluie qu'on peut connaître. Venir aussi, le but premier, c'est continuer à améliorer la vie de mes sols et de la matière organique que on a déjà développé par le biais des techniques culturelles simplifiées depuis plusieurs années sur l'exploitation. Et bon, ça c'est la partie hivernale. Et après, la partie estivale, là ça va être monoculture de sorgho fourragé. Il n'y a qu'une seule espèce, je veux bien dire, sur cette période, juste après les colzas semences ou mes blés.
chez vous, donc vous avez aussi un objectif de capter l'azote, capter le carbone, c'est ça? L'azote, le carbone, je ne sais plus, les deux? Alors, là, capter le carbone, puisque depuis août dernier, je suis labellisé maintenant pour mon exploitation label bas carbone, donc ce qui passe par des pratiques d'implantation de cultures intermédiaires et qui, les plantes, pour vivre, ont besoin de CO2, captent ce CO2 dans l'air, et après vont venir ramener ce carbone, le stocker dans le sol, et au moment, après on détruit les plantes, on ne retravaille que très superficiellement le sol, juste pour refaire le lit de semences, et on conserve comme ça ce carbone dans le sol. Et donc je suis une exploitation aujourd'hui qui stocke du carbone. Vous, Amédée, vous avez dit: j'ai un coup de cœur pour cette plante, elle est très belle, elle fait des petites fleurs jaunes, c'est la sylphie. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève description de la plante, déjà qu'on comprenne à quoi elle sert? Alors Tom, ce qui est super amusant, c'est que mes camarades présents, en fin de compte, elles regroupent énormément de services. Alors effectivement, je suis tombé réellement, littéralement amoureux de cette culture après une visite en Allemagne. Et en découvrant cette culture avec cette multitude de services, je me suis dit, mais pourquoi pas la France? Donc cette culture de sylphie, on va la planter une seule fois, donc une culture pérenne. On n'aura pas besoin de pesticides, enfin de produits phytosanitaires en tout cas. Et elle va surtout lutter contre l'érosion, les dégâts de gibier, mais également apporter une matière verte, donc une biomasse à la méthanisation. Et tout récemment, depuis 2 ans et demi, nous travaillons avec l'INRA et les chambres d'agriculture sur le développement de la nutrition animale. Donc cerise sur le gâteau, on a aujourd'hui le développement sur la nutrition animale grâce à la sylphie, avec des teneurs en valeur alimentaire qui sont proches de la luzerne. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une plante qui va être multiservice, aussi bien pour les pollinisateurs, puisqu'elle est mellifère, donc elle va produire du miel, à une période où les abeilles sont plutôt déficitaires, puisqu'elle va fleurir de juillet à fin septembre. Alors, ça va nous aider. L'apiculture aujourd'hui, il faut bien savoir que l'abeille meurt, alors, effectivement par d'autres conséquences, mais en tout cas, la première cause de mortalité, ça va être le manque de nourriture. À un moment donné où, en plein été, la sylphie, elle va être très belle, très fleurie, très jaune, et une belle plante, effectivement. On va le voir tout de suite dans une vidéo où commence qu'un agriculteur stocke l'azote dans son sol avec notamment des plantes utiles. Tout de suite la vidéo. Produire plus tout en réduisant son impact sur l'environnement, un doux rêve qui est en train de devenir réalité. Sur son exploitation de 120 hectares en polyculture près d'Auxerre, Luc Jacquet a décidé de prendre le taureau par les cornes. Son défi, limiter le bilan carbone de son activité professionnelle. Après sa récolte de blé et sur des chaumes de 10 cm, Luc a directement semé un couvert végétal. Il y a de la vesse, il y a du sorgho. Il est constitué de différentes espèces afin de répondre aux attentes que j'ai pour la prochaine culture qui sera de l'orge de printemps. L'avantage de ressemer tout de suite derrière, c'est que tout au long de l'année, pendant quasiment 11 mois et demi de l'année, on a une surface de terre couverte par de la végétation et qui stocke le carbone à travers les pailles, à travers les racines, à travers le grain que l'on récolte. Ça a l'avantage aussi d'isoler le champ et les vers de terre et toute la faune qui est dans le sol des coups de chaud et des excès d'humidité quand il y en a. Donc ça garde une vie dans le sol le plus longtemps possible. On a un très petit frigo de réserve de nutriments et un sous-sol très friable, calcaire, qui ne retient pas l'eau. Donc lorsqu'on met de l'engrais minéral dès la première pluie, il descend très rapidement dans le sous-sol. Il est perdu pour la culture. Par contre, en utilisant des engrais végétaux, l'engrais va être stocké dans la couche assimilable par les plantes de nos cultures suivantes. Cette agriculture plus verte, c'est aussi récompenser ceux qui la mettent en œuvre dans un avenir très prometteur. Il y a 2 activités qui permettent de stocker du carbone, c'est l'activité agricole et l'activité forestière. Toutes les autres industries émettent du carbone. Au final, les pollueurs vont acheter du carbone
que l'on aura mis, nous, dans les sols. Cette application va estimer la quantité de carbone consommée pour la culture et la quantité de carbone stocké dans les sols. Parcelle après parcelle, un bilan est généré pour quantifier le revenu correspondant à l'exploitant. Une démarche où bénéfices agroécologiques et économiques se rejoignent, alors même que l'accès aux engrais, composante stratégique de notre agriculture, est fragilisé par les crises internationales. On le voit, c'est un moyen de conserver du carbone dans le sol. C'est comme vous faites chez vous, vous avez aussi ces tableaux qui vous donnent les parcelles, Stéphane. Chez vous, vous savez combien vous allez stocker de carbone dans le sol? Oui, alors on a, pour faire notre label bas carbone, on a travaillé aussi sur plusieurs alternatives, plusieurs projets. Parce qu'il y a ceux qui... la rémunération carbone va se faire dans 5 ans. Annuellement, on va recevoir des avances sur nos projets. Et donc, on a noté des projets sur lesquels on va réduire pour partie des azotes, pour le parti intégrer telle surface de culture. Et du coup, c'est comme ça que ça se construit. Cédric, vous, votre travail au quotidien, c'est trouver de nouvelles plantes, de nouvelles variétés qui stockent soit le carbone, mais soit l'azote aussi. Qu'est-ce que c'est que votre quotidien que dans la recherche sur les plantes utiles? Les deux. Les deux. Effectivement, c'est à la fois on va dire, de tester des nouvelles espèces, voilà. Et après, en tant que sélectionneur, effectivement, on améliore les espèces, voilà, avec différentes variétés, qui vont elles aussi pouvoir permettre de pousser mieux, davantage, pour effectivement faire plus de biomasse. Donc ça veut dire plus d'éléments azote, potasse, phosphore captés, plus de carbone aussi, pour effectivement les restituer aux cultures. Donc il y a effectivement ces éléments-là, et aussi faire en sorte que les plantes aient un impact positif pour la culture qui suit. Et on innove aussi aujourd'hui par différentes techniques, notamment les techniques de semis, des couverts végétaux, notamment des techniques de semis à la volée, avant la culture de la moisson, pour là aussi permettre aux agriculteurs de réduire, on va dire, la consommation en carbone pour pouvoir semer, et aussi produire plus de biomasse. Et vous connaissiez la sylphie ? Oui, j'en ai déjà entendu parler, effectivement, notamment dans le cadre de la méthanisation. Voilà, donc oui, c'est une plante qui, on va dire, coche plein d'intérêts sur différents points. Est-ce que les plantes, notamment la sylphie, chez le particulier, ça a aussi un sens? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, moi j'ai une haie de thuya par exemple à remplacer par de la sylphie? Alors effectivement, Tom, ce qu'il y a de un peu ludique dans la sylphie, c'est qu'on peut faire une barrière, une petite barrière ou une haie brise-vue avec de la sylphie. Donc c'est tout simplement des petits sachets qu'on commercialise, Sylphie France, pour que le particulier fasse sa propre expérience. Alors ça fera une barrière végétale pour la partie estivale. En hiver, forcément, perdra cet effet barrière puisqu'il faut la couper. Bon, on n'est pas en maillot de bain autour de la piscine en hiver. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Ça pousse haut, ça pousse vite, parce que moi, dès les rayons du soleil, c'est le transat. Alors, la première année, on va la semer, on va la planter. Elle ne poussera pas, enfin, elle va faire une simple rosette. Et c'est seulement l'année suivante où elle va stacker son cycle de montaison pour atteindre ces fameux 2,50 m à 3 mètres de hauteur. Ah, quand même, ça doit y aller. En hiver, on la tond, on la rase, ça reste... C'est exactement ça. En fait, on va la couper et laisser tout sur place pour laisser la matière organique, en fin de compte, laisser se dégrader la matière aérienne par terre pour ramener de la matière organique au sol. Et il faut savoir que c'est une plante qui va produire 6 à 8 tonnes d'humus par hectare et par an. Grâce à son système racinaire, les exudats racinaires vont produire ces tonnes d'humus. Donc, ça n'est pas une plante qui va appauvrir les sols, comme on pourrait le croire d'une monoculture. Au contraire, on va plutôt améliorer les terres au fur et à mesure des années. Stéphane, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de mettre peut-être plus de plantes utiles? Est-ce que vous êtes récompensé pour stocker du carbone dans le sol? Comment ça se passe un petit peu, on va dire un peu business, disons les choses comme ça aussi? Alors, qu'est-ce qui m'empêche? Je vais avoir quasiment toutes mes périodes d'interculture qui vont être semées avec ces intercultures. Et après, aujourd'hui, la rémunération carbone est bien en train de se travailler. Parce que moi, aujourd'hui, par rapport à ce que je disais, mes projets, mon projet minimal, vraiment où je peux avoir le minimum de carbone, ça va être sur 1 tonne de carbone. Et on est dans les 35 € la tonne.
on est en train de travailler à faire des rémunérations carbone premium locales au niveau du sud-ouest, à essayer de trouver des partenaires avec des prix un peu plus élevés que les 35 € à la tonne. Stéphane, demain, vous allez, demain je dis ça dans le sens dans le futur, est-ce que vous allez trouver des nouveaux mélanges? C'est quoi l'avenir, enfin ce que vous allez mettre peut-être en commercialisation, des choses comme ça au niveau des plantes utiles? Alors aujourd'hui, effectivement, on travaille toujours à de nouveaux mélanges, intégrant justement cette nouvelle variété. Et donc justement, comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup avec la recherche, justement, pour comprendre le mécanisme de ces plantes utiles et travailler aux nouveaux enjeux de demain, justement, pour continuer à trouver justement des plantes qui aient des réels enjeux, effectivement, sur la réduction, tout ce qui est, on va dire, de produits phytosanitaires. Voilà, pour éliminer à la fois le problème de champignons, de parasites, les problèmes aussi d'insectes, notamment sur des plantes comme le colza ou autres, par exemple. Je crois que tout est clair maintenant. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour la cuisine du village, mais restez connectés car tout de suite, c'est Poussons le débat, présenté par Philippe Lefebvre.